Cette crise reste toutefois fortement présente aujourd'hui encore, puisque, vous le savez, nous nous trouvons en France, plus encore dans certains pays européens, notamment l'Europe de l'Est, face incontestablement à une reprise épidémique. En France, le taux d'incidence nationale est repassé au-dessus du seuil d'alerte. On est à 61 pour 100 000 habitants. On a un peu perdu l'habitude de citer ces chiffres, hein. Bon, c'est-à-dire plus 10% en une semaine. Ce n'est pas une explosion, mesdames et messieurs, mais enfin, ceci doit nécessiter notre vigilance la plus grande. Et plus de 80 départements, ou en tout cas près de 80 départements, connaissent une reprise légère, mais réelle, qui nous rappelle donc, mesdames et messieurs, qu'on n'est pas sorti de l'épidémie, ni en France, ni ailleurs. La conséquence, je le dis ici, c'est que la situation dans les hôpitaux, qui accueillent évidemment les patients les plus gravement touchés, cette situation a cessé de s'améliorer. Nous comptons aujourd'hui 6 800 patients hospitalisés pour cause de Covid, c'est la France entière, dont 1 100 en réanimation, et nous observons, là encore, une hausse des admissions depuis ces derniers jours. Je viens de me rendre dans les services de réanimation de l'hôpital de Montpellier, qui confirme cette tendance. Et finalement, mesdames et messieurs, toujours les mêmes constatations des personnes hospitalisées développant des formes graves et qui ne sont pas vaccinées. Y compris une patiente de 28 ans. Donc, l'heure n'est pas venue de baisser la garde. C'est la raison pour laquelle, je vous le rappelle, le gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, je pense que le terme est bien choisi, et qui doit être adopté de manière définitive aujourd'hui même.
Bonjour, c'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter chichement? Ouais, il n'y a pas de problème. Fawzi Lelouch, dirigeant associatif, Gilets jaunes depuis 3 ans. Alors là, vous êtes encore à une manifestation, je dis encore parce que c'est pas la première. 3 ans. Et ça avance malgré toutes ces manifestations. Nous on avance, hein. Ouais. Même si on avance lentement, on avance. Hein. Non mais on dénonce. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les gens, ils ont repris la main, ils ont décidé de ne pas être résignés, de s'impliquer et de dénoncer ce qui n'allait pas dans ce pays et la condition de vie qu'ils avaient et se réunir pour la même chose depuis 3 ans. Et on s'aperçoit que malgré nos différences, malgré le lieu d'habitation, malgré les situations de vie sociale de chacun d'entre nous, on arrive au même constat. Tout le monde a des difficultés pour vivre, a du mal à profiter de ce qu'il gagne, tellement il y a des charges, tellement la vie coûte cher, tellement tout augmente, sauf les salaires. Et il y a aussi un déni de démocratie. C'est des gens qui ne sont jamais concertés, on leur pose jamais de questions. Ils prennent des décisions, les élus, sans jamais leur demander leur avis. Ils prennent des décisions plus en rapport de ce qui les arrange eux, les sachants, ceux qui pensent tout savoir, au détriment de la population qui est majoritaire aujourd'hui dans la difficulté, parce que ceux qui produisent, c'est la population. Alors ce que normalement les gouvernants, les élus devraient être au service de la population, c'est devenu l'inverse. Ils nous ont pris pour des vaches à lait. Ils se servent de la population pour continuer à avancer, à avoir des ambitions électorales, des ambitions financières, des ambitions de pouvoir. Et du coup, ils ne répondent pas du tout à nos attentes. Et ça fait 3 ans qu'on le dénonce. Et en le dénonçant, on l'a payé très cher. Parce que de simples citoyens ont été mutilés, ont été blessés, ont été incarcérés, ont été condamnés, ont perdu leurs droits. Donc du coup, voilà, les gens le dénoncent. Et là, avec ce qui se passe avec le pass sanitaire, c'est la continuité des exactions et des lois liberticides. On a perdu en liberté. Et voilà, en prolongeant des états d'urgence, ça leur permet de continuer à prendre des mesures, des décisions en catimini, sans vraiment démocratie, à l'insu des citoyens, qu'ils soient d'accord ou pas, ça nous est imposé. Et on est contre l'obligation vaccinale et pourtant c'est une obligation détournée. Par contre, il y en a qui l'ont subi directement, c'est tous les soignants, les personnels hospitaliers et les gens qui travaillent dans les grandes surfaces ont été obligés de se faire vacciner pour ne pas perdre leur emploi. Et ça, c'est dégueulasse. Parce que du coup, il n'y a pas un contrat de travail, il n'y a pas dans le droit du travail, il n'y a pas d'obligation à la vaccination. Et du coup, si encore la vaccination, elle permettait d'empêcher d'être malade et empêcher de transmettre une maladie, on pourrait dire que ce vaccin il est efficace. Et il n'y a aucun recul dessus. On s'aperçoit que ce qui impacte le plus le budget du mois des gens, c'est leur loyer. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à travailler autour des loyers? Loyer, c'est à peu près 60% d'un revenu. Voilà. Surtout dans certaines régions. Je dis pas partout, mais dans les grandes villes, c'est devenu démesuré. Et le loyer prend une grande part du pouvoir d'achat des familles et des foyers. Tu vas sur la région parisienne, par exemple, un loyer, c'est entre 600 et 1200 euros à peu près. Je parle de la région parisienne, je parle pas de Paris. Paris, c'est... Pour combien de mètres carrés? Pour pas grand chose comme mètre carré, c'est à peu près entre 30 et 60 mètres carrés. Après, ça dépend où c'est situé. Alors que tu vas en province, tu arrives quand même à trouver des logements, par exemple des F3 ou des F4 à 400 euros. 400, 450 euros. À Charenton-le-Pont, un 45 mètres carrés, c'est 1200 euros. Bon voilà, je suis bien, entre 30 et 70 mètres carrés ou 60 mètres carrés, c'est ça. Presque des fois à 80 euros du mètre carré. Donc ça te prend à peu près 60% de tes revenus. Plus après, tu as les charges, tu as la vie courante, tu as l'eau, l'électricité, les énergies, l'alimentation. Et je te parle pas après des études, du transport, de toutes les choses communes, les assurances, tout ce qui va avec. Donc en fin de compte, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, les salaires ne suffisent pas. Pourquoi ?
Parce qu'il y a des taxes pour tout, tout est taxé et surtaxé. Et on prenait l'exemple de l'essence, par exemple du gasoil, où c'était à peu près 60% de taxes sur un litre d'essence. C'est pas possible. Et tout a augmenté au niveau des énergies. Il faut bien comprendre qu'il va y avoir une répercussion sur l'ensemble des produits de première nécessité. Tous les gens qui fabriquent, obligatoirement, ils vont reporter un coût d'augmentation sur toutes les fabrications. Il y va de tout ce qui est alimentaire, mais aussi de tout ce qui est production. Évidemment, tout augmente. La seule chose qui n'augmente pas, c'est les salaires. Donc les gens, depuis 3 ans, vous ont dit on n'arrive plus à vivre du fruit de notre travail, alors que c'est nous qui faisons vivre ce pays. C'est 80% de la population qui ont des salaires bas, qui ont des difficultés, des classes moyennes, des classes basses, qui font vivre ce pays. Parce qu'on est en majoritaire. C'est pas tout le monde qui a un bon salaire, c'est pas tout le monde qui a une bonne situation. T'as quoi? T'as 20-25% de la population. Tous les autres, ils ont un salaire médian entre 1300 € et maximum 2000 €. Et quand tu as une famille et toutes ces charges, comment tu fais pour répondre à tout ça? C'est pas 2000 € qui vont te permettre de le faire. Détrompe-toi, ça impacte aussi les classes moyennes. Par exemple, l'ingénieur qui a 30 ans pouvait se louer un 80 ou un 100 mètres carrés à Paris, maintenant il a un 30 mètres carrés, quoi. Et encore, s'il ne le partage pas avec d'autres. Voilà. Non, mais on est d'accord sur tout ça. Donc à un moment donné, nous, il y a 3 ans, on a décidé de dire stop parce qu'on n'y arrivait pas. La seule réponse du gouvernement, ça a été quoi? Ils nous ont envoyé un mur, les forces de l'ordre. Et les exigences et les ordres, ça a été la répression. Et je pense que là, il faudra qu'ils répondent de ça un jour ou l'autre. Parce que là, tant qu'ils ont la main sur les manettes, ça va. Le jour où ils vont plus l'avoir, les procès, il va falloir qu'ils les assument. Parce que nous, on va pas laisser tomber. On a autour de nous assez de gens, on a assez été témoins d'exactions sur la population. Ce que normalement, ce gouvernement et Macron auraient dû dire stop, dire protégez-les, arrêtez de maltraiter la population, ils sont là pour nous, normalement, il ne l'a pas fait. Il a été dans un mutisme, dans un déni complet. Et ça, on peut lui reprocher. Donc, quand je vois le bilan qu'ils font en fin de quinquennat sur les décisions qu'ils ont prises et les actions qu'ils ont menées, c'est la farce. Franchement, je vois pas comment ce mec-là, il pourrait être réélu. C'est pas possible. Tout le monde a été témoin de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, franchement, je vois pas des gens qui sont contents. Il a jamais autant créé du lien social en faisant sortir les gens dans la rue. Et de toutes les corporations et de tous les métiers et de toutes les situations. Il y a eu des gens sur les étudiants, l'environnement, sur les retraités, sur les simples citoyens qui ont réclamé des avancées sociales et de ne pas perdre leurs acquis sociaux. Parce que plus ça va, plus on les a perdus. Et donc, pour moi, le bilan, il est plutôt négatif et archi négatif. Et je ne crois pas qu'il y a un président qui nous ait autant endettés que ce président-là. Aujourd'hui, on n'est pas dans le rouge, on est dans le noir, carrément, tu vois. Donc voilà, son bilan, pour moi, il est négatif. Je vois pas comment les gens pourraient voter pour quelqu'un comme ça. Voilà. Alors du coup, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs gilets jaunes qui se présentent à la présidentielle. Ouais, mais alors, ils n'auront jamais la visibilité que les autres auront, ce qu'on a l'habitude de voir. Médiatiquement, ils ne l'auront pas. Faut avoir les reins solides, faut avoir des appuis financiers, et ils les ont pas. Donc ça va diviser encore plus de voix. Et ce qu'il aurait fallu, c'est que nous, on s'organise à désigner quelqu'un et on s'organise à ça. Mais on ne l'a pas fait, on était dans le combat depuis 3 ans. Et en même temps, on n'avait plus confiance aux politiques. On n'avait plus confiance au système démocratique. Et donc on a dit, ça suffit la farce, ces gens sont là que pour eux, ils sont plus là pour nous. Alors que tous les 5 ans, on vote pour ces gens. Mais on est aussi responsable de ça. Parce qu'on n'avait qu'à arrêter de faire confiance à des gens qui n'en étaient pas dignes et de laisser notre responsabilité à d'autres. C'est pour ça que tous ces gens ont du mérite, parce qu'ils ont refusé de baisser les chines, ils ont refusé d'être résignés, et ils ont dit non, et ils ont maintenu par la mobilisation depuis 3 ans. C'est des gens dignes et fiers, et ils ont un grand mérite d'être sortis dans la rue et d'avoir dit non. Malgré tout ce qu'ils ont subi, ils ont continué et on est toujours là.
Et c'est en ça que c'est une grande valeur. Ok, donc la candidature de Gilets jaunes n'aboutira Mais pas. non, elle n'aboutira pas. Mais c'est à l'heure de penser que ça va aboutir. Ok. Franchement, il faut être honnête à un moment donné. Et puis, l'ensemble des citoyens qui ont manifesté les ont pas désignés. Ils se sont quelque part un peu autoproclamés. Bon, ils ont le mérite d'essayer. Mais ça fera que reprendre des voix supplémentaires parce qu'on ne s'est pas organisé à ça. Tu comprends? Ouais. Voilà. Et le problème, c'est que, encore une fois, on espère, on compte sur d'autres qui vont porter nos décisions. Malgré qu'on n'a plus confiance. Alors imagine-toi dans quelle situation on est. Ouais, t'es désabusé quoi. Désabusé et obligé encore une fois de voter pour le moins pire. Ok. Voilà. Et du coup, on n'a pas avancé, on a reculé. Mais le mérite, c'est d'avoir éveillé les consciences, d'avoir libéré la parole et d'être sorti pour dire non. On n'est pas d'accord avec ce système, avec cette politique sociale mais environnementale et économique. Parce qu'à part être des vaches à lait et produire, on est bon à rien d'autre. Juste se taire. Tu l'as entendu le slogan. Consommez, taisez-vous, rentrez chez vous. Exactement, c'est ça. Tu vois, on est devenu un outil des gouvernants. Alors que normalement, ils devraient être là pour nous. Eh ben, on le dénonce. Et du coup, on est toujours dans la rue parce qu'on n'a pas obtenu satisfaction. Mais qu'ils fassent très attention. Je le dis. Parce qu'à force de mettre des œillères et de ne pas répondre aux vrais problèmes de la société, un jour ou l'autre, les problèmes, tu les retrouves. Et tu les retrouves encore multipliés devant toi. Et c'est souvent pas les premiers responsables qui vont le payer. C'est souvent ceux qui ont été à l'origine de tout ça. C'est ce qu'on subit depuis beaucoup de temps. Sarkozy, avec Hollande et Valls, on n'a jamais eu autant de stigmatisation que par ce Premier ministre. On l'a subi là par Emmanuel Macron, c'est que la continuité, la conséquence de ce qui existe à peu près depuis 25 ans, 30 ans. Et c'est ce qu'on dénonce. Nous, ce qu'on demande, c'est que des gens répondent à nos attentes. Et aujourd'hui, la seule façon de réussir, ça ne peut pas se faire sans les citoyens. Il faut les concerter, il faut les associer aux décisions, aux projets, il faut les concerter et il faut leur permettre de pouvoir avoir leur mot à dire sur tout ça et d'arrêter que les élus et les gouvernants prennent des décisions au détriment de la raison et de la réalité du quotidien des gens. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans la rue. Je te remercie, je te souhaite une bonne manif. Merci beaucoup. À bientôt. C'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter chichement? Oui, je suis Beotim, c'est-à-dire un des éléments d'un groupe qui vient du sud de la France et qui réfléchit sur les problèmes de démocratie directe et ce que ça implique du point de vue de la citoyenneté. Voilà, pas de démocratie directe sans citoyenneté effective. Et citoyenneté effective, ça veut dire des citoyens qui sont prêts à prendre leur part de pouvoir certainement qu'il aurait attribué depuis qu'on a coupé la tête au roi. Autrement dit, quand on coupe la tête au roi, le pouvoir revient au peuple, c'est tout à fait normal. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils sont en mesure de faire face aux nouvelles charges qui lui incombent. Autrement dit, pas de citoyenneté effective sans responsabilité des citoyens à l'égard de la chose publique. Voilà. Là, vous me montriez un livre, là, tout à l'heure. Hein. Oui. C'est vous qui l'avez écrit, ça? Oui, je l'ai écrit avec un groupe de la Peuplarchie. C'est le numéro 1. Il a eu pas mal de succès, on le réédite. Le numéro 2 va sortir. Il est à un niveau un peu plus élevé. Et le numéro 3 va sortir
au mois de décembre, ça fait le point sur l'ensemble de la démarche 1 et 2. Autrement dit, ça justifie tous les points 1 et 2. D'accord? Bon, alors, là-dedans, il y a un certain nombre d'objections qu'on nous a fait et on justifie de toutes ces objections qui sont que les gens veulent chaque fois la partie belle dans la citoyenneté et estiment que le reste, ça passe à la décharge. Tu comprends? Je vais dire par exemple un truc. On est dans une manif en ce moment. On regarde un peu le nombre de flics qu'il y a, etc. Eh bien, je vais te dire, dans un cas de démocratie directe, ça doit être géré directement par le peuple, ces problèmes de sécurité. Autrement dit, là-dedans, au lieu d'envoyer des mercenaires, qui sont les mercenaires de la République, c'est pas autre chose ces types-là, eh bien ce sera nos fils de nos filles du peuple qui assureront les services d'ordre dans un cadre de service citoyen. Est-ce que tu comprends? Là, ça change tout. Et ce que je n'admets pas, c'est qu'ils soient armés en face de Français, en face de braves types, qui ont tous une carte d'identité, un passeport, tout ce que tu veux, qui ont de quoi justifier. C'est un scandale, ça, cette 5e République. Dans un cadre de démocratie directe, ce seront des gens, des fils et des filles du peuple, ici de chez nous, qui dans le cadre d'un service volontaire, civil ou militaire, n'est-ce pas, alors obligatoire pour partis, volontaire pour d'autres partis, assureront ce type de service citoyen, Autrement dit, on n'aura pas ce tas de mercenaires de la République, mais on aura véritablement des citoyens qui assureront les services d'ordre, avec toute la responsabilité que ça implique. Tu vois, voilà un exemple concret. Et vous me parliez du RIC, et ce n'est pas du tout dans votre idée comme ce qui se passe en Suisse du coup. Non mais ce qui se passe en Suisse, c'est une expérience formidable. Moi on a étudié le système suisse et tout le reste. Alors ici dans notre bouquin, on développe ce qu'on appelle le système de la démocratie. J'ai déposé l'image de marque simplement pour référence. C'est ce qu'on appelle le cercle Kin, le cercle des 5, dans lequel des 5 le primat est assuré par le peuple. Puis ensuite il y a le Conseil du peuple, l'Assemblée nationale du peuple, le gouvernement, etc. Les 5 et de voir comment ça marche dans le cadre d'une démocratie directe effective. Alors c'est dans ce cadre-là qu'on a fait des tableaux de ce type-là, avec le peuple souverain suprême, un tableau inclusif dans lequel on donne un fonctionnement de démocratie directe possible. Alors on a réfléchi à tout ce système-là. Alors la Suisse est un système très intéressant, donc qui lui convient parfaitement pour un pays qui a des attributions internationales importantes comme la France et qui tourne autour des 70-75 millions d'habitants. Il faut peut-être un système à la fois qui soit plus costaud du point de vue démocratique, avec un accès à la voie référendaire qui soit beaucoup plus aisé, qui soit possible, n'est-ce pas, et qui n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Et d'autre part, je le dis bien, une profonde réforme de l'éducation pour permettre aux gens d'accéder à une véritable responsabilité citoyenne, sinon on n'arrivera à rien. Okay. Vous avez quelque chose à rajouter, de personnel ou de particulier? De personnel, rien du tout. Je travaille avec un groupe. Hein. Vous êtes monsieur Oui, moi je m'appelle Beotim, oui. Ok, d'accord, Beotim. C'est mon nom de combat, parce qu'on voulait tout simplement rester dans l'anonymat et qu'on ne vend pas autre chose et on ne veut pas donner autre chose qu'une image du groupe. Okay. Et on peut retrouver vos écrits sur un site internet Absolument, il n'y a absolument aucun problème. On a notre TV qui est la TV Peuplarchi et on accède très facilement à ça par cerclekin.com. Cerclekin, vous avez écrit Cerclekin, Q-U-I-N-E, Kin, Charles-Quint, Quintette, Quinte, etc. C'est le nom de 5, voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne manif alors. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Chiche. C'est ça qui est très intéressant. Chiche. Bon. Chiche.